Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu la couverture du livre, et auteur de HHHH, que j'ai pas avec moi, qui est un grand succès. Je pense publié il y a 2 ans, Laurent Binet, HHHH, 3 ans? 3 ans maintenant, 3 ans maintenant, janvier déjà. 2010. Janvier 2010. Donc, ce qui est intéressant dans vos 2 romans, alors je vais peut-être me présenter moi pour ceux qui ne me connaissent pas. Laurent Binet, je vais en dire un petit mot. Alors moi, je ne suis pas journaliste culturel, ni littéraire, je suis journaliste politique. Enfin, pas que politique d'ailleurs, mais enfin souvent tous les jours sur La Première en radio. Je ne fais pas de la pub, mais comme ça, vous savez d'où je viens. Et alors Passaporta est venu me chercher parce que justement le dernier ouvrage de Laurent Binet évoque évidemment la politique avec la campagne de François Hollande et que c'était intéressant de passer un peu les portes justement et de, allez, je vais dire de sauter un peu les genres, ce qui est un peu votre spécialité Laurent Binet hein, d'ailleurs. Si vous êtes parfois inclassable, hein, de HHHH à ici rien ne se passe comme prévu, on va évidemment en parler. Est-ce que c'est du roman, est-ce que c'est de l'essai, est-ce que c'est du journalisme? C'est un peu parfois difficile à classer, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous faites. Alors, je vais consacrer une partie je pense, de la rencontre à parler de ça, du genre littéraire, de l'essai, du roman, du journalisme aussi, comment on met en récit une campagne, comment on met en récit un roman, une histoire. On va aussi parler évidemment de son livre, mais j'aurais voulu commencer avec vous, puisque c'est un roman ou un essai qui concerne l'histoire en train de se faire, celle de la campagne de François Hollande. Quel regard, vous l'avez donc suivi pendant 3, 4, 5 mois, Laurent Binet, je pense. Hein, Même un peu plus en fait. Je l'ai rencontré pour la première fois en juin 2012. avant la primaire. Avant la primaire, et où là j'ai commencé à le suivre de façon un peu sporadique, mais à partir de novembre, là vraiment je l'ai plus quitté en quelque sorte. Plusieurs jours par semaine avec lui ou avec son entourage. 5 jours sur 7, c'était intensif. Donc de novembre 2012 à mai, quoi. Ouais, ça fait plus de 6 mois. Une vraie immersion complète. On va évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, et ce qui est très intéressant, c'est que vous portez un regard sur la manière dont on fait campagne en France, et notamment aussi sur, on va en parler un petit peu, dont les journalistes font la campagne en racontant ce qui se passe. Mais avant, vous l'avez rencontré, vous avez suivi cette campagne. Voilà, ça fait 9 mois maintenant qu'il est au pouvoir. Quel regard vous portez sur ce qu'il fait, sur l'image qu'il donne de lui, de son travail? On va quand même rappeler qu'il est, je crois, le président le plus impopulaire de la Ve République. Les sondages sont très mauvais. Quel regard vous portez sur ce qu'il fait maintenant? Je ne vais pas évidemment dire révéler des secrets du livre, mais enfin, vous avez voté pour lui, vous l'assumez pleinement. Vous n'êtes pas déçu aujourd'hui? Si, je suis déçu, mais je crois que c'est comment dire. La déception, la déception, c'est quelque chose d'inhérent à la démocratie. Je suis déçu comme peut l'être un électeur qui est issu d'une famille de communistes, qui est issu d'une tradition communiste, qui a beaucoup hésité à voter Mélenchon. Oui, vous le racontez, ça. Qui a fini par voter Hollande comme j'avais voté Ségolène Royal en 2007, parce que je suis vraiment de la génération de 2002 et que donc, donc ça fait 2 élections présidentielles que je vote plus utile que pour me faire plaisir. Ceci dit, j'avais quand même suivi avec intérêt, et avec excitation et avec un certain enthousiasme la campagne de Hollande, qui avait de façon très subtile alterné, alterner des phases de programmes réalistes un peu lénifiants avec des grandes envolées lyriques, mais enfin qui n'a jamais prétendu être un bolchevique. Donc je pense que il est peut-être encore, il est encore trop tôt pour tirer le bilan. Je pense que l'enjeu de cette présidence, c'est de savoir si Hollande est un centriste de gauche ou un centriste de droite. Je veux et encore espérer que la balance penchera du côté gauche, puisque c'est ce côté-là qui m'intéresse. Ceci dit,
C'est vrai que, enfin, l'avoir suivi d'aussi près, enfin, ça accuse certaines déceptions bien précises. Par exemple, l'un des moments forts de cette campagne, pour moi, ça a été sa visite à Florange, au site de Florange, qui a été un moment vraiment, qui n'a pas été un moment retentissant. Enfin, c'est pas un moment dont les médias ont décidé de faire un point d'orgue de la campagne. Pour moi, ça a été vraiment un moment très fort, parce qu'il rencontrait ces ouvriers en colère, qui étaient à la fois désabusés et à la fois qui avaient envie de croire qu'un changement était possible, et donc, j'ai relu mon chapitre là à la lumière des derniers développements, quand il y a eu l'annonce de la fermeture. L'annonce de la fermeture, avec cette hypothèse de nationalisation, ce choc entre Montebourg de l'aile gauche et puis Ayrault. Et là, bon, c'est-à-dire la relecture de ce passage est assez, je trouve, assez cruelle pour Hollande, parce que là, vraiment, il est arrivé avec des promesses, et on a vraiment l'impression que là, il y a quelque chose d'assez proche de la trahison. Et bon, donc là c'est le moment vraiment le plus déplaisant de ces 6 mois de quinquennat. Je trouve qu'on a été très injuste pour des tas de choses, mais pour moi, là, cette espèce de symbole d'abandon de la classe ouvrière, après avoir fait donc miroiter des choses quand même, c'était, enfin bon, voilà, ça me laisse un goût assez déplaisant dans la bouche, quoi. Oui, vous racontez comment vous êtes passé d'une opinion plutôt pro-Mélenchon, ou l'envie de voter Mélenchon au début de la campagne, à celle de voter François Hollande. Et je vous citais, mais genre j'ai oublié le nom de l'analyste que vous citez, Emmanuel Todd, qui dit il va commencer au centre ou au centre droit, mais il sera obligé, vu l'ampleur de la crise, de terminer vraiment à gauche. Vous croyez qu'il avait raison? Parce qu'en plus, je pense qu'il a eu raison sur certaines de ses prévisions. C'est pas Nostradamus. Emmanuel Todd, il est très réputé en France pour, pour sa perspicacité, voire ses prophéties, si vous voulez, puisqu'il avait annoncé la chute du communisme, il avait anticipé les révolutions arabes, la crise de du 2008. Capitalisme. Donc voilà, donc c'est quelqu'un que quand il prédit quelque chose, on le prend au sérieux. Ceci dit, ça fait un certain nombre d'années qu'il prédit la fin de l'euro. Bon, donc là, il commence à prendre un peu de retard. Mais enfin bon, si vous voulez, les prophéties restent en cours, et c'est valable également pour François Hollande. Il est possible que, disons que d'ici la fin du quinquennat, il va se passer encore beaucoup de choses. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a commencé très, très au centre. Bon, voilà. Donc, si on veut être optimiste comme l'est Emmanuel Todd, on peut penser que ça ne peut que s'améliorer. Et vous dites à certains moments dans l'ouvrage, j'ai envie de croire qu'Hollande est de gauche. C'est-à-dire que vous n'avez pas, sur l'ensemble du temps que vous avez passé avec lui, avec son entourage, et puis de l'implication dans la campagne, vous avez regardé, vous avez lu tous les journaux, vous étiez fort impliqué là-dedans, vous n'avez pas eu la certitude qu'il était de gauche. Vous aviez envie de croire, mais vous n'aviez pas eu la certitude, là. Non, parce que il a hérité il a hérité cette ambiguïté de Mitterrand, si vous voulez. C'est quelqu'un qui, sous ses dehors bonhommes, et cultive, sait très bien cultiver l'ambiguïté, c'est très bien. Le reproche qu'on lui a fait d'être flou, c'est un reproche justifié d'une certaine manière, mais qu'il utilisait lui comme une stratégie politique. Et puis ça reste un social-démocrate. C'est toujours, disons c'est toujours tout social-démocrate, et je dis ça objectivement, tout social-démocrate s'expose toujours à cette suspicion qu'il s'agisse d'un social traître, si vous voulez. Donc voilà, c'est à mon avis l'enjeu, c'est ça. Est-ce que c'est Hollande, c'est Mitterrand de 81, ou c'est Mitterrand de 88? C'est pas la même chose dans l'histoire de la politique française. Bon, alors évidemment, ça peut sembler un petit peu naïf ou utopique de parler de 81. On n'est plus en 80, manifestement. Ceci dit, c'est vrai que cet épisode de Florange, il était quand même très révélateur de
tout le monde dit tout le temps, oui, globalement, le curseur se déplace à droite. Mais le simple fait qu'on ait reparlé de nationalisation à ce moment-là, que les nationalisations soient redevenues un objet de débat, montrait que c'était pas si simple quand même, parce que pendant, disons, depuis les années 80, depuis les années Reagan-Thatcher et depuis l'échec de Mitterrand en 80, les nationalisations, c'était devenu un truc tabou. On pensait même que c'était pas possible parce que Bruxelles, c'était interdit par Bruxelles. Bon, là, c'est redevenu sur le tapis. Alors, c'est pas l'option qui a été, qui a triomphé, mais significativement que ça revienne dans le débat, ça prouve que le curseur n'est pas unidirectionnel, je trouve. Oui, alors sur l'homme, François Hollande, vous avez pu discuter avec lui à plusieurs reprises pendant la campagne, Laurent Binet. Je me souviens qu'Alain Luhamel, grand journaliste français, disait de lui « La grande force de Hollande, c'est que tout le monde le sous-estime ». À force d'être sous-estimé, et il a toujours pourtant réussi ce qu'il voulait réussir dans sa carrière politique, premier secrétaire du Parti Socialiste, président de la République, mais il disait ça avant son élection. Est-ce que vous croyez de fait que c'est ça, sa force? C'est le fait que finalement, Hollande, tout le monde se dit, c'est pas nécessairement l'homme de la situation, il n'a pas le charisme ou l'intelligence nécessairement d'un DSK, ou en tout cas l'intelligence d'analyse économique. Est-ce que c'est ça, la force de François Hollande finalement? C'est d'être pas pris à sa vraie dimension? C'est compliqué parce que c'est vrai que l'image publique qu'il avait, qu'il a encore, et cette image d'homme qui manque de charisme. En même temps, ses compétences n'ont quand même jamais vraiment été contestées, contrairement à Ségolène Royal, par exemple. Et puis ensuite, c'est très compliqué la part d'opinion personnelle et la part de stratégie politique. Par exemple, moi je suis absolument convaincu que Sarkozy n'a jamais sous-estimé Hollande, simplement par tactique politique. D'ailleurs, on a oublié qu'au moment où DSK était en tête dans les sondages, Sarkozy, par tactique politique tout à fait logique, disait mais non, DSK, c'est pas le problème, méfions-nous d'Hollande. Et puis quand Hollande est devenu pas favori, il a dit non, Hollande c'est un nul, etc. Mais évidemment, c'est-à-dire la tactique de Sarkozy consistait à plutôt valoriser l'outsider pour dénigrer l'adversaire direct. Ça ne veut pas dire que Sarkozy sous-estimait Hollande. Sarkozy, il avait eu l'occasion de débattre avec Hollande plusieurs fois dans sa carrière. Il savait très bien que quand Sarkozy dit « je vais l'éclater » au débat, c'est une rodomontade. Mais il sait très bien que ça ne va pas être facile parce qu'il l'a déjà eu en débat. Et il sait que Hollande, contrairement à l'image et c'est de bonne guerre que la droite a voulu donner de lui, c'est pas du tout un client facile, c'est pas du tout un mou en fait. Dans le milieu et dans son entourage, il y a même des gens qui disaient mais non, il est pas mou, il est méchant même. Donc voilà, donc c'était ouais, ce que disent les gens dans ce milieu, de toute façon, il faut toujours prendre ce qu'ils disent avec prudence. Oui, oui, et vous racontez bien les dessous du milieu dont on va parler. Un mot sur le titre. Par exemple, pendant que j'y pense, oui. Par exemple, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans ce cirque-là, on m'a dit, mais tu vas voir, il est génial dans les meetings. Et moi, je me disais, c'est vrai que j'avais l'image grand public de Hollande. Je me disais, ah bon, Hollande dans les meetings, ouais, il soulève les foules. Hollande, il soulève les foules. Et ben c'est vrai quoi qu'en meeting, le Bourget, c'était, j'en ai vu plein des meetings à chaque fois. Tous les meetings se valaient pas, mais quand même j'aurais jamais soupçonné le souffle qu'il pouvait donner à un meeting. Quoi. C'était très étonnant. J'allais revenir sur le titre. Rien ne se passe comme prévu. Il y a peut-être ici alors je connais la réponse parce que vous la donnez dans le livre, mais des gens qui se disent mais pourquoi un tel titre finalement? Alors que ça s'est plutôt passé comme prévu. Il a été élu. La seule chose qui n'était pas prévue, c'est l'affaire DSK qui l'a empêché de concourir pour la présidentielle. Une fois que la primaire a décidé du candidat socialiste, je veux dire, tout a roulé sur des roulettes. Est-ce que l'histoire de la campagne de François Hollande, c'est pas plutôt l'inverse? C'est pas l'histoire d'une campagne où tout se passe comme prévu? Ouais, si, peut-être. C'est très... C'est évidemment très subjectif, c'est très facile de dire, de juger a posteriori. A posteriori, tout s'est toujours passé comme prévu, de toute façon. Mais pourquoi vous avez choisi ce titre alors, ce titre est une citation. C'est Hollande à qui on demande à quoi vous avez pensé quand on vous a annoncé le Sofitel. Donc c'est l'hôtel ou DSK pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi tous les épisodes. Au moment où, en effet, l'histoire bascule
Et à propos de DSK, il dit, j'ai pensé, rien ne se passe comme prévu, jamais comme prévu. Et donc j'ai trouvé que c'était une belle maxime, que c'était une maxime qui avait valeur. Alors pour cette campagne, on va en discuter, mais enfin, qui avait une valeur de vérité générale. C'est vrai que, enfin, j'aime cette idée que dans la vie, dans notre vie à tous, rien ne se passe jamais tout à fait comme prévu. Sinon, ce serait pénible, quoi. Ensuite, savoir si tout s'est passé comme prévu, oui, rétrospectivement, il voulait gagner, il a gagné, certes. Ceci dit, quand on suit la campagne au quotidien, c'est quand même un bordel généralisé. Tous les jours, il se passe des trucs. Des rebondissements, il y en a eu des tas, simplement, évidemment, qui sont ensuite recouverts par la victoire. Mais, par exemple, à un moment, donc c'est vrai qu'ils sentaient qu'ils étaient bien partis, l'équipe de Hollande était assez optimiste. Mais à un moment, ils disent, bon, ben là, la seule chose qui pourrait nous faire perdre, c'est un attentat islamiste, quoi. Et ça se produit. Donc ça, c'est quand même un rebondissement majeur dans la campagne. Donc coup de théâtre et coup de théâtre. Là, le coup de théâtre, mais qui ne suffit pas à renverser la vapeur. Donc d'une certaine manière, ça c'est aussi un double rebondissement, si vous voulez, puisque de l'aveu même des socialistes, ça pouvait les faire perdre. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Donc il s'en est passé des choses. Et c'est peut-être plutôt bon signe que la conviction politique ou ce qui apporte le vote n'est pas nécessément lié qu'à de l'événementiel, mais à un positionnement bien sûr, profond, mais quoi. ça s'est vu quand même. Je veux dire, les Espagnols, l'attentat de Madrid. De Madrid, hein, voilà, ça a fait perdre, c'est Aznar, hein, je crois, de 15 jours avant, ça a retourné. Bon. Oui. Donc c'était quand même un truc énorme. Hein. Alors il y a quelque chose qui n'est pas écrit dans le livre, mais que j'aurais bien aimé sur lequel j'aurais bien aimé vous entendre aujourd'hui. Vous aimez la politique, ça sent dans vos écrits, mais vous n'êtes pas un familier du monde politique. Et puis là, vous avez été plongé, vous avez utilisé le mot tout à l'heure de cirque, vous l'utilisez, je pense, plusieurs fois dans votre ouvrage. On va notamment parler des journalistes après. Vous n'êtes pas toujours très, on va dire, gentil ou agréable avec notre profession, mais vous avez bien raison d'être critique. Est-ce que vous n'avez pas été, comme le sont beaucoup d'observateurs comme ça, qui à un moment donné déboulent un petit peu dans le cirque politique, dégoûté du cynisme, dégoûté du réalisme? Ou est-ce que vous avez gardé un amour pour le politique, et singulièrement, vous êtes un homme de gauche, un amour pour la gauche et le socialisme? Ou est-ce que vous êtes sorti de cette expérience, je vais dire, voilà, refroidi sur la manière et le mode de fonctionnement du politique en France? Non, j'ai plutôt été agréablement surpris parce que à la base, je me méfiais. À la base, je m'attendais d'une certaine manière à plus de cynisme. J'ai vu les servitudes de la démocratie, j'ai vu les concessions qu'on devait faire avec tout ce qui est communication, avec... la démocratie implique forcément de la démagogie, c'est malheureux, mais c'est comme ça, ça me paraît, disons, un mal quasi nécessaire. D'une part, d'autre part, j'ai pas rencontré beaucoup de... Je ne saurais pas dire un seul nom d'un homme politique ou d'un membre de l'équipe politique qui soit totalement cynique, qui soit totalement dénué de convictions personnelles. Alors ensuite, bon, ces convictions peuvent ne pas être les miennes, mais disons... et puis peut-être que c'est-à-dire, j'ai vu des hommes qui étaient des alliages d'ambition personnelle et de conviction personnelle. Alors peut-être que c'est-à-dire la part d'hypocrisie, la part de mauvaise foi, la part de composition entre mes convictions, mes ambitions, des petits arrangements. Oui. Bon, ça ensuite c'est compliqué à déterminer. Mais parce que vous racontez à plusieurs reprises, Laurent Binet, excusez-moi de vous interrompre, les mots extrêmement durs, notamment envers Martine Aubry, de certains proches de Hollande, de certains proches... Les clans ne manquent pas au sein du Parti socialiste. Vous racontez, par exemple, une anecdote où quand Martine Aubry a pleuré en apprenant que DSK avait été arrêté à New York et que tout le monde se gaussait de ses pleurs au sein du Parti socialiste. Donc c'est quand même avec beaucoup de dureté, beaucoup d'ambition personnelle qui s'entrechoquent. Et de ça, vous n'êtes pas dégoûté. Vous dites...
je ne sais pas si vous le dites comme ça, mais en tout cas, ce qui ressort de votre livre et de ce que vous dites maintenant, c'est que le politique et le positionnement politique finit par prendre le dessus sur le cynisme. Vous y croyez toujours? Non, je dis que c'est compliqué et que bon voilà, c'est-à-dire je saurais vous n'êtes pas dégoûté, je vous n'êtes pas sorti dire les dégoûté. proportions. Ouais. Disons que c'est clair que c'est un milieu d'une très grande férocité et c'est clair que je suis content de pas y passer ma vie. Voilà, j'étais content d'observer ça pendant quelques mois. Je pense que c'est d'une trop grande férocité pour ce que je pourrais supporter. Ceci dit, bon voilà, c'est-à-dire ceci dit, c'était évidemment aussi intéressant de voir que ces gens-là, c'est des machines, vraiment, c'est des machines politiques, c'est aussi des hommes, quoi, et qui disent des bêtises, parfois qui disent des horreurs, mais qui, bon, d'une certaine manière, ça trahit leur humanité avec ce que ça a de bon et de mauvais côté. Et d'ailleurs, le moins humain de tous, c'était, enfin à ce niveau-là, c'était Hollande. Hollande, c'était celui qui était tout le temps. Bon, alors forcément, c'était son statut faisait ça, mais lui, c'était vraiment de tous, c'était le plus machine, quoi. C'était vraiment du soir au matin, du matin au soir. Il se relâchait jamais. Enfin, très rarement, très rarement. Et alors, même quand il faisait des petites blagues, si vous voulez, c'était pas de. Avec lui, en fait, j'ai l'impression, et vos collègues étaient assez d'accord, il n'y avait jamais vraiment de off. Un off, c'était encore, le Hollande candidat qui vous parlait et qui essayait de vous faire croire qu'il vous filait un off, mais en fait, qui était complètement dans le contrôle, quoi. Ouais. Et vos collègues m'ont dit ça souvent. Ils me disaient, Hollande, il est très fort. Hollande, je pense, c'est vraiment un maître absolu de la langue de bois, parce que il arrivait à la pratiquer dans certaines occasions sans que les journalistes eux-mêmes s'en rendent compte. Et donc, plusieurs journalistes m'ont dit ça. Ils m'ont dit que ça leur est arrivé souvent qu'ils aient un off avec Hollande. Ils sont très contents. Ils sortent très contents. Et puis, quand ils relisent leurs notes, c'est ce qu'il a dit à la tribune. Ils disent, en fait, il m'a rien dit. Et donc, bon, ça, c'est d'une certaine manière, moi, enfin, en tant que professionnel du langage, même ce côté maîtrise de la langue de bois, je suis impressionné. Alors, une campagne électorale, évidemment, ça sert quelque part à fabriquer une conviction, à essayer de convaincre les électeurs de voter. Et bien sûr, c'est aussi une fabrique de l'opinion. Vous utilisez ce mot dans votre ouvrage. Je vais lire un petit passage. Alors, c'est lors l'arrivée de Hollande à Londres, à la gare Saint-Pancras ici, et quelqu'un, alors vous racontez, quelqu'un essaye d'interpeller François Hollande, il dit « T'es libéral ». Puis heureusement pour lui, vous dites, son épaisse ceinture de photographe, caméraman, journaliste le protège des importuns. Alors ça, c'est une phrase qui m'a frappé parce que finalement, les journalistes qui sont là pour rapporter le réel, enfin c'est théoriquement l'objectif, le protéger du réel. Enfin, c'est des gens qui voulaient... oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Quel regard vous portez là-dessus ? Mais d'une manière générale, c'est vrai que c'est fou à quel point les journalistes qui devraient être des observateurs neutres ne le sont pas et ne peuvent pas l'être de toute façon. Enfin, je veux dire, j'ai cité depuis la phrase d'Hunter Thompson. Le journalisme objectif est une pompeuse contradiction dans les termes. Mais vous avez raison, c'était frappant dans la campagne de voir à quel point le rôle des journalistes était quand même grand, à quel point les journalistes influaient sur le réel. Vous avez raison, parce que, in fine, c'est toujours vous, les journalistes, qui décidez ce qui est important ou pas. Les politiques se battent, s'affrontent pour imposer leur thème. Voilà, oui, moi, ça, c'est important. Alors, l'insécurité, non. Florange, oui, mais pendant ce temps, moi, je suis dans une autre usine, etc. Et vous êtes des sortes de juges, en fait, des arbitres. Et toutes les semaines, vous dites, bah ouais, non, là, le sujet intéressant, c'est celui-là. Bah non, cette semaine, c'est le tien plutôt, etc. Ça, alors, c'est pas tout à fait votre question, je sais bien, mais ça me semblait intéressant. Je voulais vous interrompre, mais je vais pas trop le faire quand même. Non, allez-y, dites-moi. C'est-à-dire que, et en même temps, vous racontez à un autre moment dans le livre sur la fabrique de l'opinion que le off, notamment de Moscovici, mais d'autres personnalités du Parti socialiste qui suivent François Hollande et qui se déplacent avec lui, sont des moments très importants pour les journalistes. Et que, alors ça, par contre, moi j'ai moins connu ici en Belgique, donc j'apprends aussi des manières de fonctionner en France, qu'après tous les journalistes parlent ensemble de ce off, et là vous dites il y a une harmonisation du message et ils se mettent tous d'accord sur ce qui va être important.
Alors ça, c'est peut-être une spécificité plus française. Enfin, moi, en tout cas, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier en Belgique, je l'ai beaucoup moins connu comme ça. Donc ça veut dire que la campagne, les déplacements de campagne, ça sert quand même aussi à façonner l'opinion des journalistes. Alors, oui. À l'uniformiser. De fait, oui. Et je jette pas la pierre aux journalistes. Les journalistes de Holland Tour, moi, je les ai trouvés en général plutôt malins, intelligents, sympas, débrouillards. Mais ceci dit, dans cette espèce de course effrénée de la campagne où tout le monde est tout le temps en retard, où on doit être, où c'est vraiment une lutte physique pour être à 2 mètres du candidat, pour entendre ce qu'il dit, pour caser son micro, pour lui poser la question. Voilà, exactement. Et ben, il y a toujours ces 50 journalistes qui sont là. Qui, à la limite par scrupule, qui se demandent aux uns aux autres t'as noté quoi, qu'est-ce qu'il a dit, qui vérifient si leur citation elle est bonne, etc. Ben, ce moment de vérification, c'est un moment de débriefing où là en fait se joue ce qu'il y aura dans tous nos journaux le lendemain, parce que bon, c'est humain aussi, c'est-à-dire les gens ont peur d'être à côté de la plaque et ils veulent être bien sûrs d'avoir compris ce qu'il fallait comprendre. Mais ceci dit, comprendre ce qu'il faut comprendre, déjà il y a un problème dans la la démarche. Ça présuppose qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a une espèce de doxa dont il ne va pas falloir s'écarter. Oui. Et ce moment-là, c'est vrai que c'est un moment qui est fascinant à observer, et de voir ces gens-là qui ils font pas partie d'un complot mondial de la presse, pas du tout. Mais n'empêche que ce moment-là, c'est le moment qui fait que les 3 citations qu'on aura demain dans les journaux, sachant qu'en plus les communicants qui ont fait les discours se sont arrangés pour mettre en gras les citations, enfin disons, ils ont attiré l'attention sur ces phrases, mais si jamais l'un de vos collègues l'a pas noté, les autres vont lui souffler, vont lui dire bon voilà, ce qu'il faut retenir c'est ça. Et le lendemain, on a les 3 mêmes citations dans tous les journaux, quoi. Donc ça, il y a ça que vous racontez bien. Et alors il y a, pour revenir à la question de la gare de Saint-Pancras avec la meute de journalistes qui lui protègent du réel, est-ce que ça sert à quelque chose pour le candidat d'aller à la rencontre de la France? On présente souvent ça comme ça. Si de toute façon, il est entouré d'une nuée de journalistes qui le coupent du réel. Est-ce que ça ne sert qu'à la télévision, ou est-ce que ça sert à vraiment rencontrer la France d'en bas, la France du milieu? Non, parce que quand même, à ce moment-là, moi je l'ai entendu, lui il a entendu. Le mec qui dit alors t'es libéral, il a entendu ça. De même que là à Dijon récemment, voilà, il s'est cogné aussi des gens très critiques, des gens, bon voilà, et puis quand même il y va pour ça, et il a des gardes du corps dont le boulot n'est pas seulement de le protéger, mais aussi d'écarter les journalistes, parce que il y a vraiment une dimension physique, hein, c'est très c'est très dense, c'est très, enfin il y a une tension permanente à cause de ça, parce que les journalistes se marchent dessus. Bon. Et donc, il y a l'un des boulots des gardes du corps, c'est d'écarter les journalistes pour aller prendre des vrais gens qui veulent parler au candidat ou au président. Et là, il y a un échange. Et sans ça, s'il n'y avait pas ces sorties, moi, j'ai mis du temps à comprendre l'intérêt de ces sorties sur le terrain, faire des marchés. Bon, par avoir une image à la télé, au journal de 20h. Ouais, voilà, mais enfin, 10 secondes de plus, 10 secondes de... Oui, d'accord, mais par rapport à n'importe Créer de l'événement, quoi. Ouais, mais enfin, l'événement de Hollande sur un marché, c'est pas quand même l'événement du siècle. Vous voyez, par rapport à n'importe quelle interview par un présentateur de TF1, bon, moi je me disais, voilà, là il parle à des millions de personnes, c'est plus intéressant. En fait, non, quand même, s'il veut pas être complètement déconnecté, il faut quand même qu'il sorte, et puis que les gardes du corps écartent les journalistes. Mais c'est vrai que c'est un problème, cette espèce de... C'est vrai qu'il y a un effet cordon sanitaire qui est compliqué, quoi. Est-ce que quelque part, le récit que vous comptez et la manière dont vous le faites dans Rien ne se passe comme prévu, c'est une œuvre de journaliste au sens large? Oui, quelque part. De journalistes qui observent les autres journalistes aussi. D'ailleurs, vous êtes un journaliste peut-être un petit peu méta. Enfin, alors moi, j'aime bien qu'il y ait dans mes ouvrages, manifestement, par des formations professionnelles, je suis prof de français et de littérature à la base, j'aime bien qu'il y ait une dimension méta-discours. Donc oui, je l'avais fait pour HHHH, hein, enfin disons comment est-ce qu'on écrit, en écrivant le roman, je me demandais comment écrire ce roman, et là oui, je me retrouve avec les journalistes, mais les journalistes, j'avais pas anticipé ça, mais les journalistes sont devenus une partie importante de mon champ d'observation, parce que leur rôle était beaucoup plus grand que ce que j'aurais imaginé. Ouais, en fait. Vous dites roman
pour HHHH, qui était consacré donc à Heydrich. Ce qui est déjà discutable, si vous voulez. Oui, Je dis roman pour aller vite. Ici, mais non, là, je quoi Est-ce que c'est du roman? Non, c'est un récit, si vous voulez. Non, c'est un récit. C'est un journal. C'est sous la forme d'un journal. J'ai adopté la forme journal parce que j'avais des délais. J'ai mis 10 ans pour écrire HHHH. Là, j'ai eu moins d'1 an pour écrire celui-là au fur et à mesure. Donc la forme du journal, c'était la plus simple. Ceci dit, je la trouve intéressante en elle-même, enfin disons par rapport à cet objet, parce que ça permet de relire avec l'état d'esprit de l'époque retrouver une ambiance par rapport la lecture rétrospective, si vous voulez, ça c'est intéressant. Relire le passage sur Florange au moment où là on se demande ce qui va se passer avec Mittal, ça me paraît très intéressant. Relire les grandes envolées du Bourget par rapport au discours de maintenant, la confrontation rétrospective de la campagne du Hollande candidat avec le Hollande président, je trouve que ça justifie, si vous voulez, a posteriori la forme du journal. Je suis content de l'avoir choisi pour ça aussi. Alors dans HHHH, il y avait, vous le dites bien, vous racontiez vous-même comment vous deviez faire des choix entre le documentaire historique pur, le fictionnel romanesque, qu'il fallait mettre en récit, raconter, et donc forcément apporter peut-être de la bravoure, de l'héroïsme, là où il n'y en avait peut-être pas eu, et vous vous interrogiez beaucoup là-dessus. Alors j'ai résisté à cette tentation. Oui, mais vous le racontez. J'ai soulevé le problème. Vous soulevez le problème. Ici, vous êtes un peu moins dans cette dimension-là, même si à quelques moments vous y faites allusion, mais est-ce que vous êtes parfois, parce que dans HHHH, vous étiez parfois torturé, hein, vraiment, vous racontiez que c'était des choix très difficiles. Ici, est-ce que vous avez eu aussi ces phases de est-ce que je suis vraiment en train de raconter convenablement la manière dont ça s'est passé et dont j'ai vu les choses? Oui, bien sûr. Et puis, disons, ça ne m'a pas torturé, mais je me suis aussi interrogé sur les dispositifs, la façon de raconter. Si vous voulez, je me suis posé des questions de littérature, notamment. J'ai essayé de travailler autant que je pouvais la question des dialogues, si vous voulez. Une campagne, c'est des mots avant tout, c'est du langage, c'est des échanges, c'est des dialogues à deux, des dialogues à plusieurs, des réunions. Notamment, il y avait une situation d'un point de vue vraiment littéraire, du point de vue de l'énonciation, que je trouvais très intéressante. C'était observer l'équipe de Hollande en train de regarder Hollande à la télé, en train de débattre avec Juppé ou avec Sarkozy. Et donc là, cette espèce de feuilleté énonciatif où l'équipe Hollande parle à Sarkozy, l'équipe commande ce que dit Hollande, et puis à un moment, il y a une espèce de déchirure où on traverse le miroir, où l'équipe parle à Hollande qui est dans la télé, ou parle à Sarkozy, invective à Sarkozy. Et donc là, il y a une espèce de feu d'artifice énonciatif où tout le monde parle à tout le monde dans tous les sens. Et ça m'intéressait de rendre ça, ce truc très spécial à plusieurs niveaux. Et donc voilà, donc ça c'était du travail. J'ai essayé de faire des trucs un peu comme une pièce de théâtre, si vous voulez. Mais c'était compliqué de décider. J'avais noté autant que je pouvais, mais je ne pouvais pas restituer toutes les émissions, enfin l'intégralité de l'émission, etc. Donc décider l'alternance, rien que la distribution de la parole. Est-ce que Valls il a dit ça, ensuite je case un truc que Hollande dit dans la télé, et puis je reviens à Bartolone qui répond à Valls. C'était des questions littéraires très intéressantes. Dans HHHH, vous aviez, je le disais, travaillé évidemment l'histoire, certes récente, mais l'histoire clôturée, terminée, sur base documentaire. Là, c'est l'histoire en train de se faire, que vous avez vous-même vécu avec lui. Sur quoi vous travaillez maintenant, sans peut-être dévoiler, peut-être tout nous dévoiler, hein, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire là-dessus, mais c'est quoi l'étape suivante après ? Parce que vous êtes féru d'histoire, vous disiez, c'est ce que j'aimais bien dans Mélenchon, c'est qu'il citait des grands discours de Jaurès ou d'autres. Victor Hugo. Oui, Victor Hugo, notamment ce discours. Mais voilà, c'est vrai que bon, Hollande faisait ça aussi un peu. Enfin, ils ont tous fait ça. Ouais. Sarkozy faisait ça, mais c'est vrai que. Mais Mélenchon particulièrement. Oui. Et ça vous. Donc dans ce rapport littéraire que vous avez à l'histoire. C'est quoi l'étape suivante, Laurent Binet? Après l'histoire, je le disais, récente, mais passée, l'histoire en train de se faire, c'est quoi l'étape suivante? Manifestement, ce qui m'intéresse quand même, c'est un certain rapport au réel, et puis les questions très problématiques des relations fiction-réalité que j'ai abordées dans HHHH, en me mettant du côté vraiment du réel et en essayant dans cette espèce de tension entre
entre histoire et fiction, en essayant vraiment de respecter l'histoire. Et là, mon prochain livre, ce sera un vrai roman avec des personnages, beaucoup de personnages réels, encore, mais certains personnages inventés. Ça va être quasiment une première pour moi. Vous avez dû faire du fictionnel, du oui, vrai. voilà, mais toujours autour de cette problématique des rapports entre réalité et fiction. Simplement, là, ce sera vraiment sous l'angle de la fiction. Donc, ce sera beaucoup plus ludique, beaucoup moins psychorigide que HHHH. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce sera dans les années 80, donc d'une certaine manière, ce sera déjà de l'histoire, et qu'il y aura un arrière-plan politique. Donc, je pense que je réutiliserai ce que j'ai vu pendant la campagne. Ça me servira pour mon background pour le prochain. Est-ce que François Hollande a lu l'ouvrage ? Je sais pas trop. Je sais que j'ai eu des retours de certains de l'équipe. Moscovici m'a envoyé un petit mot. Cette semaine, je déjeune avec Malek Bouti, le député socialiste, qui a fait cette espèce de monologue halluciné où il compare shakespearien vraiment, où il compare Hollande à Churchill en disant voilà, Hollande c'est comme Churchill. Churchill il est nul avant la guerre, nul après la guerre, mais là c'est la guerre, il va être bon, tu vas voir. Bon, donc c'était et donc voilà, il fait une tirade époustouflante et donc là. Enfin, je crois avoir fait pour sa notoriété en restituant cette tirade qui était vraiment très inspirée. Et donc là, bon, je vais déjeuner avec lui. Donc il va me dire ce qu'il en a pensé. Enfin, j'espère qu'il a trouvé qu'en tout cas, j'avais été fidèle à ses propos. Aurélie Filippetti. Enfin bref, donc voilà, j'ai eu quelques nouvelles de certains, mais pas de Hollande directement. Je vais pas chercher à en avoir. Peut-être un mot sur... vous avez été précédé dans le genre ou dans l'exercice par Yasmina Reza qui a suivi Nicolas Sarkozy, le soir ou la nuit, hein, voilà le titre de l'ouvrage. Ouais. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, je suis là parce que le candidat intéresse que je sois là. Si je suis là, c'est simplement... C'est pas par une certaine ouverture au sens littéraire, c'est juste parce que je vais être un élément de la machine de campagne. Absolument, oui. Vous êtes un élément de la machine de campagne. Je me suis jamais dit que c'était par intérêt littéraire que Hollande m'avait choisi. Ceci dit, je veux croire que on m'a recommandé auprès de lui parce que des gens autour de lui avaient aimé HHHH. Mais je crois que, c'est ça qui était très frappant. C'est ce que je vous disais quand je vous disais que c'était vraiment, l'image que j'avais de lui, c'est que c'était vraiment une machine. Et en l'occurrence, Malek Bouti, il n'avait pas tort à ce niveau-là, une machine de guerre, puisque bon, voilà, c'était une machine de campagne en tout cas, et que tout ce qu'il faisait était intéressé, bien sûr, intéressé au but final. Donc voilà, au début, je me suis posé la question, je me suis dit quel est exactement son intérêt. Bon, je pense qu'il faut pas mésestimer aussi une part de mégalomanie. Je pense que ces gens-là, c'est moins visible chez Hollande que chez Sarkozy, mais je suis persuadé qu'Hollande est aussi mégalo que Sarkozy, parce que pour vouloir être président et pour y arriver, c'est une condition vraiment nécessaire. Donc il y a peut-être une dimension un peu, voilà, c'est-à-dire je vais avoir mon chroniqueur, mon mémorialiste, un truc un peu de, ouais, voilà, mégalo. Il y a aussi le fait que ça a été fait par Sarkozy et que lui voulait son Yasmina Reza. Voilà, c'est pas comme ça qu'on vous l'a présenté. C'est pas comme ça qu'on va la présenter. C'est Valérie Trierweiler qui vous avait interrogé quand elle était journaliste. C'est moi qui ai proposé. C'est vous qui avez proposé. Ouais. C'était mon idée mais j'avais pas choisi Hollande spécialement. Je voulais que le candidat soit de gauche et ait une chance de gagner. Donc ça a limité quand même. Oui. Mais ça aurait, à l'époque où je me décide, ça pouvait être Martine Aubry encore. Simplement, j'avais comme Valérie Trierweiler m'avait interviewé pour Paris Match, j'avais son mail, donc je demande un rendez-vous à Hollande par Valérie Trierweiler. Mais si j'avais eu le mail de Martine Aubry, j'aurais pu demander à Martine Aubry. Donc là, c'était du pur hasard. À ce niveau-là, entre Aubry et Hollande. Oui. Je pense que le temps va bientôt être écoulé, mais vous avez dit que vous aimiez et vous appréciez particulièrement le métadiscours. Sur le Hollande Tour, vous l'approchez aussi dans votre ouvrage. Donc les journalistes qui suivent François Hollande sont jeunes le plus souvent. C'est pas nécessairement les journalistes qui sont les plus haut gradés, si on peut dire comme ça, dans les rédactions en France. Et quelque part, ils ont intérêt à ce que le candidat qu'ils suivent gagne pour espérer avoir un poste peut-être de correspondant à l'Élysée ou de faire partie d'un voyage présidentiel ou ministériel important plus tard. Est-ce que vous vous êtes dit, puisque il faut que votre ouvrage se vende aussi, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas non plus tronqué le réel quelque part en se disant
j'ai intérêt à ce qu'il gagne. Voilà, je dois faire qu'il gagne. En tout cas. Ouais, enfin, donc, à part que votre ouvrage était publié après. Voilà, ça, c'était votre liberté à vous. après, donc j'ai pas pu, vous n'avez pas pu influencer. C'est ça la condition. Je pense que de toute façon, mon influence aurait été très modeste. J'avais, si vous voulez, les journalistes ou moi, enfin, c'est-à-dire, moi, je me retrouvais dans la situation un peu des hommes politiques ou peut-être des journalistes qui suivaient Hollande, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de concomitance entre mes convictions personnelles et mon intérêt personnel. C'est vrai qu'évidemment que j'avais intérêt à ce qu'il gagne. Ceci dit, enfin voilà, c'est-à-dire, disons, j'en serais pas mort. Enfin, disons, financièrement, les enjeux étaient pour moi étaient pas colossaux, quoi. Mais je me suis rendu compte que j'avais quand même, disons, j'avais souffert de 5 ans de sarkozysme, vraiment, enfin, politiquement, disons, au niveau de... Oui, vous l'avez rappelé, vous étiez prof en plus. Hein, vous étiez prof, je veux dire, vous l'avez rappelé avant aussi. Ouais, c'est voilà, aussi un contexte... j'ai souffert, personnellement, j'ai souffert dans ma profession, puis j'ai souffert, disons, d'observer une politique, même si elle ne me touchait pas forcément directement, que je désapprouvais. Et je pense et je veux croire que si j'avais pu décider, si j'avais pu choisir, enfin si on m'avait mis le marché clé en main, Sarkozy perd, mais tu fais pas ton bouquin, j'aurais signé quand même, quoi. C'est-à-dire que là, l'électeur en moi primait, si vous voulez. C'est vrai que le soir de la victoire de Hollande, c'est idiot, je me sentais un peu ridicule, mais je me suis senti très ému. Et je pensais pas du tout à mon bouquin à ce moment-là. Je me disais pas, ouf, je vais en vendre quelques-uns en plus, quoi. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. Encore peut-être une toute dernière question. HHHH a été un énorme succès. Alors, je pense 200 000, peut-être que depuis les chiffres ont augmenté un peu. Ouais, en France, 200 000 en France, mais oui, et puis traduit ouais. en une série de 22 langues. Ici, celui-ci, c'est moins bien vendu. Bon, l'objectif n'était pas d'arriver peut-être à 200 000 sur un... il sort en poche le mois prochain, poche. donc sa carrière n'est pas encore finie, mais probablement il fera un peu moins. Oui. Ouais. Et est-ce que vous avez la pression, quelque part, maintenant vous êtes écrivain à plein temps, c'est aussi intéressant parce que vous étiez prof avant. Maintenant vous dites, ça fait 2 ans que vous êtes écrivain à plein temps. Ouais. Comment est-ce que vous vivez l'après HHHH? Après ce succès énorme, vous êtes maintenant écrivain à plein temps. C'est facile à vivre là? Cette pression d'essayer de faire aussi bien que HHHH? Bon, c'est quand même, oui, ça va. Il y a pire que ce type de pression, si vous voulez. Là, je vais débattre avec Édouard Martin de Florange dans 15 jours. Bon, c'est une question qu'on me posera pas quand je serai en face de lui. Je cite toujours cette phrase de Yannick Noah que j'aime bien, parce que Yannick Noah, pour ceux qui s'en souviennent, avant d'être chanteur, avait eu sa carrière de joueur de tennis. Et pendant laquelle il a gagné Roland-Garros. Et puis c'est tout, sinon, à part des tournois annexes. Et on lui avait demandé, mais vous n'avez pas peur d'être l'homme d'un seul exploit? Et il avait répondu cette phrase géniale. Il avait dit, mieux vaut être l'homme d'un seul exploit que de pas d'exploit du tout. Et bien voilà une belle phrase de conclusion. Rien ne se passe comme prévu, paru chez Grasset. Une séance de dédicace, je pense, qui a lieu maintenant. Alors on m'a dit, je pense que c'est dans une salle juste à côté, mais j'ai oublié le numéro de la salle. Je suis désolé. Voilà mais je pense que c'est dans la salle contiguë. Merci à vous, Laurent Binet. Merci. Et merci à tous. Merci.